Encore mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2022. Ça rime en plus, c'est cool. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter donc ce livre Guérir grâce à la neuroplasticité. Cerveau, les fabuleux pouvoirs de guérison. C'est le livre que je suis en train de lire. Et je voulais vous lire un début, donc la préface. Donc il est assez costaud, hein. Faut avoir envie. Mais je trouve que la thématique est intéressante. Alors, cet ouvrage traite d'une découverte fondamentale, la capacité unique du cerveau à se soigner lui-même. Une fois comprise, cette capacité permet d'améliorer, souvent radicalement, de nombreux problèmes neurologiques, voire dans certains cas de les guérir. Nous verrons que ce processus s'est développé à partir des attributs hautement spécialisés du cerveau. Jusqu'alors, on estimait que l'extrême sophistication des propriétés cérébrales avait un prix et que le cerveau, contrairement à d'autres organes, était incapable de se réparer lui-même ou de restaurer ses fonctions endommagées. Je montrerai que, à l'inverse, c'est grâce à cette sophistication qui peut s'auto-réparer et améliorer son fonctionnement global. Ce livre commence là où le précédent, les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau, s'achevaient. Il explore la plus grande avancée réalisée dans la compréhension des rapports entre le cerveau et l'esprit depuis les débuts de la science moderne, à savoir la découverte de la neuroplasticité cérébrale. Voilà, c'est une notion que j'ai évoquée dans ma vidéo d'hier. Peut-être que je ne sais pas si c'est celle d'hier, mais en tout cas celle que moi j'ai tournée hier. La neuroplasticité, attendez que je tourne la bonne page, et la faculté, donc la neuroplasticité est la faculté qui permet au cerveau de modifier sa propre structure et son fonctionnement en réaction à l'activité et à l'expérience mentale. Cet ouvrage présente également les premiers chercheurs, médecins et patients à s'être servis de cette découverte pour obtenir des changements cérébraux stupéfiants. Avant eux, la transformation de cette nature a été quasiment inconcevable. Pendant 400 ans, nous avons vu le cerveau comme un organe immuable. Les spécialistes le considéraient comme une machine fantastique formée de différentes parties dont chacune était localisée dans une zone spécifique et assumait une fonction bien déterminée. Et comme les machines ne se réparent pas et ne croissent pas toutes seules, aucune amélioration n'était envisageable une fois l'une de ces régions endommagées, que ce soit par un accident vasculaire cérébral, une lésion ou une maladie. Les scientifiques pensaient également que les circuits neuronaux étaient définitifs, câblés une fois pour toutes, et qu'en toute logique, les personnes qui présentaient un déficit mental ou des troubles de l'apprentissage à la naissance souffriraient fatalement de ce problème jusqu'à leur mort. Même si maintenant on le sait, est-ce qu'on sait y réparer? C'est ça un peu la question, c'est savoir comment ça se produit et comment aider à ce que ça se fasse. Avec l'évolution de la métaphore de la machine, le cerveau est devenu une sorte d'ordinateur doté d'une structure comparable au matériel informatique et condamné à se dégrader avec le temps et l'usage. Ouais, au bout de 2 ans, on change de cerveau, quoi. Comme on change d'ordinateur, bon, peut-être pas autant, mais... Une machine s'abîme, savez-vous-en, puis jetez-la. À partir de là, bah oui, c'est une société de consommation, hein, sauf que le corps humain, c'est pas pareil. À partir de là, toute tentative, les plus âgés d'entre nous, pour préserver leur cerveau du déclin grâce à une activité mentale ou physique, ressemblait à une perte de temps. Alors que maintenant, on sait que c'est faux. Moi, je vois ma tante, elle fait beaucoup d'exercices. Elle essaie de faire une marche tous les jours. Elle entretient son corps. Mais au niveau du cerveau, je lui dis, mais elle n'a pas de mémoire en ce moment. Je lui dis, mais c'est pareil au niveau du cerveau. Il faut aussi que tu fasses un exercice régulièrement, quoi. Bref, les neuroplasticiens, terme par lequel je désigne les scientifiques qui ont démontré la plasticité neuronale, ont réfuté la doctrine d'un cerveau figé une fois pour toutes. En disposant pour la première fois d'instruments leur permettant d'observer les activités microscopiques du cerveau vivant, ils ont découvert que ce dernier se transforme dès qu'il travaille. En 2000, le prix Nobel de psychologie ou médecine a récompensé des travaux établissant que le nombre de connexions entre les neurones augmente au cours du processus d'apprentissage. Donc en fait, c'est faire de l'apprendre, toujours apprendre. Moi, j'ai un esprit très curieux, donc ce qui n'empêche pas d'avoir la sclérose en plaques. Eric Kandel, le chercheur à l'origine de cette découverte, a également prouvé que l'apprentissage peut éveiller des gènes capables de modifier la structure neuronale. Par la suite, plusieurs centaines d'études ont permis de vérifier que l'activité mentale n'est pas uniquement une production du système nerveux, mais influe sur son aspect. La neuroplasticité a remis l'esprit à sa juste place dans la médecine moderne et la vie humaine.
Je reviens. J'ai arrêté la lumière parce qu'elle m'éclaire beaucoup peut-être, mais je vais voir si je peux au moins vous terminer la préface parce qu'il est costaud quand même. Après, je ferai un résumé. C'est juste le début. La révolution intellectuelle décrite dans les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau, donc c'était son premier tome, n'était qu'un début. Aujourd'hui, à travers cet ouvrage, je vous présente les formidables avancées d'une deuxième génération de neuroplasticiens qui, parce qu'ils n'avaient pas la charge de prouver l'existence de la plasticité, ont pu consacrer toute leur énergie à la compréhension et l'exploitation de ces merveilleux pouvoirs. Donc en fait dans le premier tome, je pense qu'il explique d'où vient la neuroplasticité. J'ai parcouru les 5 continents pour les rencontrer, les chercheurs, les cliniciens et leurs patients, et écouter leurs histoires. Certains de ces spécialistes travaillent dans les laboratoires de pointe du monde occidental. D'autres sont des cliniciens qui appliquent cette science au quotidien. D'autres encore, des médecins et des patients, ayant découvert par hasard la neuroplasticité et mis au point des techniques de traitement efficaces avant même qu'elles soient prouvées dans les laboratoires. Bon, intéressant. Tous les patients dont il est question dans ces pages se sont entendus dire que leur état ne connaîtrait aucune amélioration. Pendant des décennies, le mot guérison n'était quasiment jamais mentionné dans le cas du cerveau, comme il pouvait l'être pour d'autres organes tels que la peau, les os ou le système digestif. Alors que la peau, le foie ou le sang, parmi d'autres, peuvent se réparer en remplaçant leurs cellules détruites grâce à des cellules souches agissant comme des pièces de rechange, le cerveau, lui, semble ne posséder aucune cellule de ce type. Du moins, personne n'en a-t-il jamais trouvé, malgré les décennies de recherche. Jusqu'à nouvel ordre, un neurone, une fois mort, n'est jamais remplacé. Les scientifiques ont essayé d'expliquer ce phénomène en termes d'évolution. En devenant un organe formé de plusieurs millions de circuits hautement spécialisés, le cerveau aurait simplement perdu la capacité de fournir des pièces de rechange à ces circuits. Et même en imaginant qu'on finisse par trouver des cellules souches cérébrales, des bébés neurones, on imaginait mal à l'époque comment celles-ci auraient pu exercer une action quelconque. De quelle manière elles seraient parvenues à s'intégrer dans les circuits sophistiqués du cerveau d'une complexité vertigineuse. La guérison semblant impossible, la plupart des traitements se sont donc appuyés sur la médication pour soutenir le système défaillant et atténuer les symptômes en modifiant temporairement l'équilibre chimique du système nerveux. Mais dès l'arrêt des médicaments, les symptômes revenaient. Finalement, il s'est avéré que le cerveau était sophistiqué pour son bien. Dans les pages suivantes, nous montrerons que cette extrême complexité est basée sur l'aptitude des neurones à communiquer constamment entre eux par des impulsions électriques avec un flux nerveux, et recréer instant après instant de nouvelles connexions et à la source d'une forme unique de guérison. Il est vrai qu'au cours de la spécialisation, d'importantes aptitudes autoréparatrices présentes dans d'autres organes ont disparu, mais d'autres ont été acquises, pour la plupart en lien avec la plasticité cérébrale. Alors moi je trouve que c'est beaucoup d'espoir tout ça, mais bon. Chaque histoire relatée dans cet ouvrage illustre un aspect de ces voies de guérison neuroplastique. En explorant toujours plus en profondeur ces différentes formes de guérison, j'ai commencé à distinguer les spécificités de chacune et à me rendre compte que toutes ne concernaient pas les mêmes phases du processus. Je propose au chapitre 3 un premier modèle des différentes étapes de la guérison neuroplastique qui permettra au lecteur de comprendre en quoi elles sont complémentaires. À l'instar des percées dans le domaine de la chimiothérapie, la découverte de la neuroplasticité a donné naissance à des thérapies visant à soulager un nombre étonnant de pathologies. Vous trouverez dans les pages qui suivent des exemples, pour la plupart très détaillés, susceptibles d'aider des patients ou ceux qui les prennent en charge, souffrant de problèmes liés à une douleur chronique, à un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien, une lésion cérébrale, une maladie de Parkinson, une sclérose en plaques, de l'autisme, un déficit de l'attention, des troubles de l'apprentissage, des troubles sensoriels, un retard de développement, au manque d'une partie de cerveau, à une dépression ou encore à une forme spécifique de cécité. Je pense même peut-être pour les tumeurs au cerveau aussi, qui sait. Pour certaines de ces pathologies, on obtient une guérison complète dans la majorité des cas. Pour d'autres, une atténuation de la maladie est parfois possible. Vous découvrirez des parents auxquels les médecins avaient prédit que leur enfant autiste ou atteint d'une lésion cérébrale ne suivrait jamais un parcours normal et qui ont vu celui-ci obtenir son diplôme de fin d'études. Ça donne envie d'aller voir le chapitre 3 pour savoir qu'est-ce qu'il a utilisé pour ça.
voire aller à l'université, devenir indépendant et nouer des amitiés profondes. Dans certains cas, la maladie est toujours là, mais ses symptômes les plus handicapants sont considérablement amoindris. Dans d'autres situations encore, le risque d'être atteint d'une maladie de type Alzheimer, caractérisée par une réduction de la plasticité neuronale, est abaissé de manière significative. Et différents moyens sont mis en œuvre pour accroître la plasticité cérébrale. Donc en fait, pas mal aussi pour Alzheimer. La majorité des traitements présentés ci-après utilisent l'énergie, que ce soit sous forme de lumière, de son, de vibration, d'électricité, de mouvement ou autre. Ces différentes énergies permettent d'éveiller les capacités d'auto-guérison du cerveau de façon naturelle et non invasive, par le biais des voies corporelles et sensorielles. Chacun de nos sens transforme l'une des multiples formes d'énergie qui nous entourent en signaux électriques indispensables au fonctionnement neuronal. J'expliquerai comment il est possible de recourir à ces différents aspects de l'énergie pour modifier la configuration de ces signaux et par là même la structure cérébrale. Au fil de mes voyages, j'ai été témoin de cas d'autisme guéris via des sons dans l'oreille, de déficit de l'attention soignés par des vibrations à l'arrière du crâne, de symptômes de sclérose en plaques et de séquelles d'accidents vasculaires cérébrales atténuées par des stimulations électriques de faible intensité sur la langue. Stimulation électrique sur la langue. Wow. J'ai également croisé des personnes victimes de lésions cérébrales dont l'état s'était amélioré quand on a focalisé l'énergie de la lumière sur leur nuque. D'autres qui ont recouvré le sommeil quand on a dirigé cette énergie sur leur nez. Ou même une femme qui doit la vie à une injection de lumière en intraveineuse. Injection de lumière en intraveineuse. Enfin, j'ai vu une jeune fille née avec une importante partie du cerveau en moins soulagée de ses troubles cognitifs et de sa paralysie presque totale, grâce au mouvement lent et doux des mains du thérapeute sur son corps. Je montrerai comment ces techniques stimulent et réveillent des circuits neuronaux dormants. Ça réveille des circuits neuronaux dormants. L'un des moyens les plus efficaces de parvenir à ce résultat est la pensée elle-même, ce qui explique pourquoi la majorité des cas relatés combinent conscience mentale et énergie. Bien sûr, la guérison par l'esprit et l'énergie nouvelle en Occident a toujours été au centre de la médecine orientale traditionnelle. Ce n'est qu'aujourd'hui que les chercheurs commencent à appréhender le fonctionnement de ces pratiques ancestrales en termes de modèles scientifiques. Mais c'est bien si on arrive à le démontrer scientifiquement. Il est d'ailleurs intéressant de noter l'impact de ces traditions sur les neuroplasticiens que j'ai rencontrés. C'est en rassemblant les connaissances de neurosciences occidentales et des pratiques de santé orientales, médecine chinoise traditionnelle, méditation et visualisation bouddhique, arts martiaux comme le tai chi, le judo ou le yoga, et médecine énergétique, que la plupart d'entre eux ont découvert comment utiliser au mieux la neuroplasticité. Parce qu'elle rejetait l'idée d'une quelconque influence de l'esprit sur le cerveau, la médecine occidentale a longtemps refusé de prendre en considération son homonyme oriental, malgré les milliards de personnes qui y recourent depuis des millénaires. Ce livre montre comment la neuroplasticité jette un pont entre ces deux traditions remarquables et pourtant restées étrangères l'une à l'autre jusqu'à aujourd'hui. Alors ça va jusqu'où? Parce que quand même pas tout vous lire. Voilà, encore plein de pages. Ah non, il y en a encore deux, ça va, je vais pas le lire là. Je vais vous lire la préface, voilà. Voilà, où j'en suis là. Ok, voilà, très bien. Alors, certains s'étonneront peut-être en constatant que les méthodes de guérison exposées dans ces chapitres utilisent souvent le corps et les sens comme principale voie de transmission d'énergie et d'information vers le cerveau. Pourtant, ce sont ces chemins que notre cerveau emprunte pour se connecter au monde, ce qui explique pourquoi ils représentent le moyen le plus naturel et le moins invasif de le solliciter. L'une des raisons pour lesquelles les cliniciens ont laissé de côté le corps comme moyen d'accéder au cerveau et de le soigner résulte d'une pensée assez récente qui tend à considérer ce dernier comme un organe de complexité supérieure à tout le reste et le lieu de notre identité. Je cite, « Nous sommes notre cerveau », affirme cette conception courante qui fait de cet organe le surveillant général, tandis que son sujet, le corps, n'est là que pour exécuter les ordres. Alors je pense que moi, on a tort de distinguer les deux finalement, parce que, ok, les pensées viennent du cerveau, mais le cerveau, c'est notre corps aussi, hein, c'est la matière. Et finalement, la pensée produite par le cerveau, qui est la matière, c'est... on ne peut pas la toucher, la pensée. Mais sans le cerveau, sans le corps, il n'y a pas de pensée, quoi. Après,
Bref, je continue. L'une des raisons pour lesquelles... Ok. Cette vision est née il y a 150 ans, quand neurologues et neuroscientifiques, avec l'une de leurs plus belles réussites, ont commencé à entrevoir les mécanismes par lesquels le cerveau contrôle le reste de l'organisme. Ils ont découvert que lorsqu'une personne victime d'un accident vasculaire cérébral n'arrive plus à bouger le pied, le problème ne vient pas de son pied, comme elle en a la sensation, mais de la région cérébrale responsable des mouvements du pied en question. Oui, on sait que, par exemple, pour la sclérose en plaques, selon la localisation au niveau du cerveau, ça va avoir une incidence différente au niveau... ça a une conséquence neurologique, selon la localisation de l'atteinte de la gangue du myéline. Au cours des 19e et 20e siècles, les neuroscientifiques ont dressé la carte du corps à l'intérieur du cerveau. Mais le risque de cette cartographie était de se mettre à appréhender celui-ci comme l'endroit où tout se passe. Certains spécialistes ont commencé à le considérer quasiment comme une entité détachée du reste du corps, ou comme si le corps n'en était qu'un appendice, une simple infrastructure destinée à le seconder. Or, cette vision de cerveau roi est fausse. Le cerveau est apparu plusieurs millions d'années après le corps dans le but de l'assister. Une fois doté d'un organe cérébral, le corps, avant, on n'avait pas de cerveau, comment on faisait pour fonctionner si on n'avait pas de cerveau? Le corps a évolué de manière à ce qu'il puisse agir de concert et s'adapter l'un à l'autre. Le cerveau envoie des messages à l'organisme pour avoir une action sur lui, et ce dernier influe sur le cerveau en lui adressant des signaux. D'où une communication constante entre les deux. Alors là, je pense à la pratique de la méditation. On se rend compte que si on a des pensées positives, oui, je parle de la méditation parce que c'est lors d'une méditation que j'ai entendu Moutassem Amour dire ça, le lien entre corps et esprit. Esprit, pas cerveau, hein, parce que vraiment, le cerveau fait partie du corps. Et bien, si on a des idées positives, tout de suite, on va sentir en soi un bien-être. Alors que si on a des idées négatives ou on pense à des choses qui nous un deuil ou des choses qui nous font mal, on va peut-être avoir le stress qui va s'enclencher dans le corps. Et on va avoir peut-être une angoisse, enfin ça peut... Voilà, les deux sont vraiment liés. Et à l'inverse, pareil, quand on ne se sent pas bien physiquement, eh bien peut-être qu'on va avoir aussi des idées négatives. Si par exemple, on ne se sent pas bien, on se dit, ah ça y est, je vais avoir mal, et puis je vais être malade, et puis, oh tiens, je vais avoir une poussée, ou... Voilà, bref, je continue. Le corps lui-même contient une multitude de neurones, pas moins de 100 millions pour le seul intestin. Hormis dans les livres d'anatomie, on n'a jamais vu de cerveau sans corps et confiné dans une tête. Si on l'examine d'un point de vue fonctionnel, le cerveau est toujours lié au reste de l'organisme et, par l'intermédiaire des sens, au monde extérieur. Les neuroplasticiens ont appris à utiliser ces voies corporelles vers le cerveau dans un but thérapeutique. Ainsi, lorsqu'une personne n'arrive plus à bouger le pied après un accident vasculaire, il est parfois possible d'éveiller les circuits dormants au sein de son cerveau endommagé en faisant effectuer des mouvements à son pied paralysé. Corps et esprit s'associent pour guérir le cerveau, et le caractère non invasif de ces approches rend les effets secondaires quasiment nuls. Je pense que pour les personnes qui sont paralysées au niveau de la sclérose en plaques, ça peut être c'est intéressant, c'est toujours intéressant, même de toute façon pour éviter les douleurs ou autres, ou d'avoir les membres ankylosés, c'est d'avoir quand même une certaine forme de gymnastique, pas forcément une mobilisation passive, puisqu'on ne peut plus bouger, mais ne serait-ce que de se faire manipuler, voilà, si on a du mal à bouger le bras, avec une séance de kiné, on manipule le bras, et ça permet d'avoir une action au niveau du cerveau, parce que le cerveau, il comprend, enfin je pense, hein. Quand on bouge le bras, le cerveau, il a sans doute aussi une forme de stimulation, et que même si c'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien. Et d'ailleurs, si on fait bouger le bras, même si c'est pas beaucoup, ça va pas travailler le muscle. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire bref, je continue. Si l'idée de traitement à la fois efficace et non invasif pour les troubles neurologiques semble trop belle pour être vraie, c'est en grande partie pour des raisons historiques. La médecine contemporaine est apparue avec l'avènement de la science moderne, conçue comme une technique visant à dominer la nature pour, selon les mots de Francis Bacon, l'un de ses fondateurs, le bien-être de l'humanité. Cette notion de domination a donné naissance aux métaphores militaires qui, comme l'explique Abraham Fuchs, ancien doyen du département de médecine de l'université McGill, caractérisent aujourd'hui la pratique médicale courante. Ainsi, la médecine est-elle une bataille
contre la maladie, dans laquelle les médicaments représentent les armes. Alors c'est dommage parce que c'est plutôt, il faudrait plutôt vouloir tuer la maladie, il faudrait plutôt penser de manière plus holistique pourquoi la maladie intervient dans ce corps, hein, parce qu'après tout, même si c'est vrai face à un virus, c'est vrai comment dire. Ben voilà, par exemple par rapport au Covid-19, moi j'ai ma kiné qui a été positive au Covid-19, sa fille aussi, elle n'a eu aucun symptôme. À côté de ça, il y a d'autres qui vont avoir le même virus et qui vont en crever. Et pourquoi? Alors on dit c'est parce que le système immunitaire n'est pas le même. Voilà, je continue. Elle mène la guerre contre le cancer et combat le sida grâce aux ordonnances des médecins qui puisent dans l'arsenal thérapeutique. Un arsenal qui rend hommage aux traitements high-tech, considérés comme scientifiquement plus sérieux que les méthodes non invasives. Nul ne conteste la nécessité d'une attitude martiale à certains moments, notamment en médecine d'urgence. Si un vaisseau éclate dans le cerveau, on a besoin d'une chirurgie invasive ou d'un neurochirurgien aux nerfs d'acier pour l'opérer. Cependant, ces comparaisons posent parfois problème et espérer dominer la nature n'est qu'un rêve naïf. Dans cette métaphore, le corps du patient est moins un allié qu'un champ de bataille. Quant au patient lui-même, il est relégué à la place de spectateur passif qui assiste impuissant à la confrontation entre les deux principaux antagonistes, le médecin et la maladie. En fait, c'est la maladie, comment dire, c'est le médecin qui devient le combattant contre la maladie, et le patient la victime, quoi. Confrontation dont l'issue sera pourtant déterminante pour son sort. Cette attitude a même fini par se refléter dans la façon dont nombre de médecins s'adressent aujourd'hui à leurs patients, n'hésitant pas à les interrompre au beau milieu de leur récit, moins intéressant à leurs yeux de spécialistes que leurs résultats d'analyse. Eh ouais, hein, on oublie qu'il y a un être humain derrière la maladie. A l'inverse, les approches neuroplastiques exigent du patient une participation active à tous les niveaux. C'est là où ça devient intéressant. Mentale, neurologique et corporelle. Ce type de démarche ne se retrouve pas seulement dans la tradition médicale orientale, mais aussi en médecine occidentale. Ainsi, Hippocrate, le père de la médecine scientifique, voyait déjà dans le corps le guérisseur suprême. Il considérait médecins et patients comme des alliés travaillant avec la nature et pas contre, afin d'aider l'organisme à activer ses propres capacités de guérison. Et là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans cette vision, le professionnel de santé ne s'intéresse pas seulement au déficit du patient, aussi important soit-il, mais recherche des régions cérébrales saines susceptibles d'être activées. Voilà. C'est en fait, au lieu de vouloir, finalement, au lieu de vouloir détruire les mauvaises cellules, là, je ne connais rien, mais à la limite, le cancer, hein, ou les cellules, elles ont été attaquées par le cancer, on va plutôt aller activer les bonnes, enfin, je sais pas, les propres capacités. Et pour arriver à ce que il y ait tellement plus de bonnes cellules que les moins bonnes, elles vont finir par disparaître toutes seules. Bon. En tout cas, activer le capacité d'auto-guérison du corps. Et ça, c'est pas faux, hein, ça existe, hein, l'auto-guérison du corps. Alors, je continue. Donc, dans cette vision, le professionnel de santé ne s'intéresse pas seulement au déficit du patient, mais recherche des régions cérébrales saines, susceptibles d'être activées. Il identifie également les capacités existantes sur lesquelles s'appuyer pour faciliter la récupération. Cette focalisation ne veut pas dire qu'il faut remplacer naïvement le nihilisme neurologique d'autrefois par une utopie neurologique tout aussi extrême, ou en d'autres termes un faux pessimisme par un faux espoir. Les méthodes récemment découvertes pour soigner le cerveau peuvent s'avérer efficaces sans pour autant fonctionner avec tout le monde, et dans tous les cas. Oui, il faut rester humble. Ouais. Souvent, on n'a même aucune idée de résultat jusqu'à ce que le patient, sous les conseils d'un professionnel de santé avisé, applique ces nouvelles approches. En anglais, le verbe heal, to heal, guérir, vient du vieil anglais heilen, qui ne signifie pas seulement guérir, mais aussi unifier. Un concept très éloigné de la métaphore militaire de la guérison, avec ses notions de division et de domination. Donc là, c'est unifié. C'est un peu ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, en fait. Arriver à ce que le corps trouve son propre équilibre. Les pages qui suivent racontent les histoires de plusieurs personnes qui ont transformé leur cerveau, retrouvé des parties perdues d'elles-mêmes, ou se sont découvert des capacités qu'elles pensaient ne pas avoir. Mais au-delà des techniques employées, ce qui étonne le plus, c'est la manière dont le cerveau a évolué pendant des millions d'années, donnant naissance à des facultés neuroplastiques sophistiquées et à un esprit apte à diriger son propre processus
de régénération unique en son genre. Voilà, c'était la préface donc, de ce livre. Je vous lirai, non, pas tout le livre bien sûr, mais certains passages que je trouverais importants à vous parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Et en même temps, ça porte un regard un peu sur la médecine moderne. Et en tout cas, ça donne pas mal d'espoir pour plus tard. Hein, voilà, donc likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et puis, à bientôt.